À première vue, le puits de Jacob ressemble à un paradis. Il est lumineux, clair et attire les visiteurs. Mais sous cette beauté, il cache des secrets qui ne sont pas facilement visibles à l'œil nu. Lorsqu'un drone sous-marin a été envoyé, les images capturées étaient remplies de mystères et de peur. Qu'a-t-il donc vu que même les experts ont du mal à expliquer ? Ketara, accompagne-moi pour découvrir toute l'histoire. Mais avant de commencer, pourrais-tu liker cette vidéo ? C'est déjà énorme pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant commençons. À première vue, le puits de Jacob ressemble à un paradis. L'eau est claire, bleue et l'endroit semble paisible. On le trouve dans la région de Texas Hill Country, près de la ville de Wimberley. Ici, on trouve une source qui semble être l'endroit parfait pour nager ou se rafraîchir sous le soleil. Mais sous cette eau séduisante, il y a un danger caché que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est comme un piège qui attend ceux qui essaient d'explorer sa profondeur. C'est une source artésienne. Créée par la nature, l'eau s'écoule à travers les fissures du calcaire. Depuis l'entrée, le puits présente une chute verticale avant de pénétrer dans un système complexe de grottes. Les passages sont sinueux, étroits et parfois s'élargissent soudainement. On dit qu'il atteint près de 90 mètres sous terre. Au fil des ans, de nombreux plongeurs ont tenté d'explorer la mystérieuse grotte du puits de Jacob, mais plus d'une douzaine de personnes y ont trouvé la mort. Certains se sont retrouvés coincés dans le gravier, d'autres ont manqué d'air ou se sont perdus dans les passages étroits. Deux adolescents expérimentés en plongée, Kent Maupin et Marc Brachière, sont aussi entrés dans la grotte, mais ils ne sont jamais ressortis. Leur disparition a marqué l'une des premières grandes tragédies du puits de Jacob. Les sauveteurs ont essayé de les retrouver, mais eux aussi ont failli mourir dans le processus. Don Dibble, qui a tenté de secourir, est resté coincé dans le gravier effondré et a failli mourir. Comme la situation était extrêmement dangereuse, il en est arrivé au point où il a délibérément retenu sa respiration pour pouvoir se dégager. En plus de cela, il y a aussi l'histoire d'un autre plongeur nommé Richard Patton, un étudiant de 22 ans, qui a disparu après s'être trompé de chemin à l'intérieur de la grotte. Alors qu'il essayait de revenir, il commençait à manquer d'air jusqu'à ce qu'il ne puisse plus remonter à la surface. Son corps a été retrouvé après des recherches approfondies. Les chambres sous Jacob's Well ont des caractéristiques particulières. Dans la première chambre, l'eau reste claire et la lumière est suffisante. Mais plus on s'enfonce, surtout dans la troisième chambre, on ne voit presque plus rien. La visibilité diminue jusqu'à devenir complètement sombre. C'est ici que commence la forte désorientation des plongeurs. Le gravier au fond est toujours en mouvement. Lorsqu'un plongeur dévie ou fait un petit mouvement, les pierres et le gravier peuvent s'effondrer. Il y a eu des incidents où cela a enseveli non seulement l'équipement, mais aussi le corps même du plongeur. C'est un piège qui n'épargne personne. En raison des accidents et des problèmes répétés, les autorités du comté de Hayes ont été contraintes d'interdire la natation et la plongée. Ce n'est pas seulement le danger sous l'eau qui en est la cause, mais aussi la qualité de l'eau. Et au mois de juin, il a été fermé en raison de la sécheresse. Depuis lors, il reste fermé au public. Les experts ont déclaré qu'ils n'étaient pas sûrs d'y nager. De plus, une autre grande préoccupation est la surexploitation de l'eau provenant de l'aquifère qui alimente le puits de Jacob. On prélève plus d'eau que l'aquifère ne peut reconstituer, ce qui fait baisser constamment le niveau de la source. À cause de cela, la situation s'aggrave encore et la tentative devient de plus en plus dangereuse. Comme de nombreuses vies ont déjà été perdues, les experts ont pensé qu'il ne suffisait pas que l'homme descende sous terre. C'est pourquoi ils ont utilisé des technologies modernes comme des drones sous-marins. Ces drones sont équipés de caméras haute résolution, de sonars et de projecteurs. Il est plus sûr de les envoyer dans des endroits inaccessibles à l'homme. Dans les premières images rapportées, on peut voir les parois de la grotte ressemblant à des rubans de calcaire torsadés. La lumière de la caméra frappe la roche lisse et révèle une eau cristalline. Mais en s'enfonçant, cela devient plus profond. Et comme l'ont vécu les plongeurs, l'obscurité et le danger sont vraiment inévitables. En lien avec cela, alors que le drone s'enfonçait dans la grotte, la lumière est progressivement devenue une ombre. Plus on s'enfonçait, plus on sentait qu'il y avait quelque chose d'anormal. Ce n'était plus une simple descente, il y avait une angoisse inexplicable qui l'accompagnait. En arrivant à la deuxième partie de la grotte, c'est là que les signes ont commencé à apparaître.
Ils ont vu des équipements flottants, comme des morceaux de masques cassés, des cordes abandonnées et quelques effets personnels restés enfouis dans la boue épaisse. Tout cela rappelle les personnes qui sont entrées, mais ne sont jamais ressorties. Chaque morceau semble porter sa propre histoire de peur et de tragédie. En entrant dans la troisième pièce, l'atmosphère est devenue plus froide et sombre. Sous l'œil des scientifiques et journalistes, une paire de gants est soudain apparue devant la caméra. Mais ce n'était pas la seule chose surprenante. En un instant depuis le drone, quelque chose est apparu. On aurait dit une main suspendue, immobile, capable d'arrêter tous les regards. Beaucoup se demandent, est-ce de l'imagination ou existe-t-il une explication plus profonde ? Pendant que les experts regardaient les images, les expressions sur leurs visages ont changé. D'après certains plongeurs ayant analysé les images, ce n'est pas juste une illusion de la caméra. Pour eux, c'est un avertissement. C'est comme si la grotte elle-même disait « Tu ne devrais pas être ici ». Ce qu'ils ressentaient à ce moment-là n'était plus une simple peur. C'était comme un rappel qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas découvrir. Mais tout ne s'est pas arrêté là. Dans la même pièce, ils ont remarqué un morceau de métal enfoui dans le gravier. Après vérification, il s'est avéré que cela provenait d'un ancien équipement de plongée, un modèle qui n'est plus vendu ni utilisé depuis longtemps. Il était là depuis longtemps. Et si c'est vrai, il est probable que cela provienne d'un plongeur disparu depuis longtemps et jamais retrouvé. Cette découverte a complètement changé le cours de leur mission. D'une simple expérience, cela a permis de rouvrir une ancienne affaire. Ils ne faisaient plus que simplement observer la grotte. Ils ont vu des traces de personnes qui auraient pu disparaître sans que personne le sache. En lien avec cela, dans les premières chambres, il y avait des traces de personnes qui étaient passées, comme des morceaux de leur équipement et des débris. En entrant dans la troisième chambre, des preuves plus sérieuses ont commencé à apparaître. Ils ont trouvé de vieux objets qui n'étaient pas simplement enfouis. Cela pointait vers une partie encore plus profonde de la grotte, comme s'il y avait quelque chose d'encore plus effrayant caché à l'intérieur. Après avoir dépassé la troisième chambre, c'est ici qu'ils ont trouvé le nom du lieu, ce que les plongeurs appellent la cathédrale du non-retour. Ce n'est pas simplement un surnom, c'est devenu une légende parmi ceux qui ont osé essayer. L'entrée est étroite. Chaque respiration peut provoquer le déplacement du gravier au sol. C'est pourquoi même la moindre erreur peut être fatale. C'est la partie la plus dangereuse du puits de Jacob, celle ayant causé le plus de morts. Le drone s'enfonce toujours dans l'obscurité. Entre les mains de Mike Garfield, un opérateur vétéran avec une longue expérience, il reste calme et sait ce qu'il fait. Il ajuste lentement la machine et chaque seconde semble révéler un secret encore plus sombre. Soudain, un éclat de métal accroché sous le calcaire apparaît. Il s'arrête, zoome, et là, un masque de plongée se révèle. Mais ce n'est pas ordinaire. Les plongeurs vétérans reconnaissent immédiatement le design. Cela ne se fabrique plus depuis plus de 40 ans. Mais une voix a chuchoté, c'est le modèle de Kent Maupin. Et c'est là que toute l'expédition a commencé à changer. Ce n'était plus une enquête, mais une mission de récupération. Pendant ce temps, le drone continuait d'avancer. Sa lumière s'accrochait à chaque fissure du mur. Ils ont remarqué une bouteille d'oxygène rouillée dont l'étiquette, presque effacée, était encore intacte. Ensuite, il y avait une manche déchirée de combinaison de plongée qui flottait. Et puis, il y avait quelque chose d'effrayant. Un corps encore intact, portant toujours une combinaison de plongée, coincé entre deux rochers lisses. Ce squelette n'était pas brisé, mais intact, comme si la grotte l'avait emprisonné. Les bras et jambes étaient tordus, et il semblait que le puits de Jacob avait choisi de ne plus jamais relâcher ce corps. À ce moment-là, personne n'a parlé, puis Mike a parlé doucement. Nous l'avons trouvé. Sur la combinaison de plongée, il y avait encore une étiquette de nom presque arrachée par le temps et recouverte de boue. Mais lorsque la lumière l'a frappée, les lettres sont apparues petit à petit. Kent Maupin. En lien avec cela, deux amis, Kent Maupin et son compagnon Marc Brasier, ont décidé de relever le défi de la grotte. Alors que la plupart avaient peur de descendre, ils ont pensé qu'ils pouvaient le faire. Mais au lieu du succès, leur tentative a conduit à l'une des tragédies les plus tristes de l'histoire du puits de Jacob. Kent n'est pas un débutant. Il a déjà de nombreuses années d'expérience. Combatif, courageux, et il semblait vivre uniquement pour explorer chaque recoin du puits de Jacob. Quant à Marc, il est plus jeune et il ne fait que commencer. C'est un étudiant, avide d'apprendre, et il admire Kent comme un grand frère.
Ils sont arrivés au puits de Jacob avec un groupe venu de Pasadena. Le groupe a campé près de l'endroit et à chacun de leurs gestes, on voyait qu'ils étaient prêts à affronter une épreuve difficile. Lorsque Kent et Mark ont enfilé leurs combinaisons de plongée et ont porté les lourdes bouteilles en acier sur leur dos, ils ressemblaient à des guerriers prêts à entrer dans la bataille. Mais leur adversaire n'était pas un homme, mais l'eau froide, sombre et dangereuse de la grotte. Pour Kent, entrer dans la 4e chambre, c'était marquer l'histoire et atteindre un lieu inexploré. Pour Mark, il suffisait de suivre la personne qu'il admirait. Ils sont descendus ensemble, portant le poids des bouteilles. Il n'y avait pas de corde pour guider le retour, pas de lumière supplémentaire, et aucun plan préparé en cas d'urgence. Leur seul bagage était la confiance en soi. Ils ont dépassé la 3e chambre et sont entrés dans un passage étroit. C'est dans ce passage sombre que Kent et Mark ont été vus vivants pour la dernière fois. 40 ans plus tard, Kent et Mark y ont été retrouvés, ensevelis et figés dans la roche. Pendant ce temps, après la disparition des deux dans la 4e chambre, un autre plongeur se trouvait dans les environs, c'était Joe. Il était avec eux pendant la plongée, mais n'a pas pu entrer immédiatement dans la chambre. Il est resté près de l'entrée, suffisamment proche pour voir ce qui se passait. C'est là que Joe a été témoin des derniers instants de Kent et Mark. Il les a vus essayer de tirer leur lourd réservoir à travers le passage. Sans ligne de sécurité ni lumière supplémentaire, ils comptaient seulement sur leur courage et la conviction de revenir. Joe a essayé de revenir. Il a attiré leur attention. Il a pris son couteau et l'a frappé plusieurs fois contre son réservoir pour créer du bruit, mais il n'y a eu aucune réponse. Il a dirigé sa lampe de plongée vers le tunnel, espérant que les deux allaient se retourner et revenir, mais ils ne se sont pas retournés. C'était comme si quelque chose les attirait d'une manière inexplicable, comme s'ils suivaient un appel que seuls eux pouvaient entendre. Ils ont continué plus loin. C'est là que Joe a été forcé de prendre la décision la plus difficile pour un plongeur, remonter seul. Bien que ce soit difficile, il savait qu'en insistant à suivre, il risquait de ne plus pouvoir revenir. Alors il a reculé lentement et est remonté à la surface. Lorsqu'il est arrivé en haut, l'eau derrière lui n'était plus claire. Des saletés épaisses et du gravier s'étaient déjà répandus. Cela arrive généralement lorsque des pierres bougent au fond ou lorsqu'un plongeur panique. Quelle qu'en soit la raison, Joe comprenait la signification. Un mauvais présage était survenu dans ce passage. Au plus profond de lui-même, Joe savait déjà que Kent et Mark ne reviendraient pas. Alors que la nuit tombait, il a demandé un appel pour un sauvetage immédiat. 2 experts ont répondu à l'appel, Don Diebold et Paul Batala. Tous deux expérimentés, tous deux courageux, mais aucun n'était vraiment prêt à aller à Jacob's Well. Don, un ancien soldat de la marine habitué aux plongées les plus difficiles, se tenait au bord de la source. Il est habitué à la tension et au danger. Mais lorsqu'il a regardé dans ce puits, il a hésité. Il a attendu jusqu'à ce que le soleil se lève, espérant se sentir plus à l'aise et plus courageux. Le lendemain, il est descendu avec Calvin Turner, un garde-chasse expert également dans ce genre d'opération. Ils ont soigneusement placé les bouteilles d'air de rechange, une sécurité est une préparation supplémentaire. Au cas où quelque chose d'inattendu se produirait, ils ont également installé une ligne de sécurité, assuré chaque étape et suivi toutes les procédures appropriées. Mais malgré cela, leur préparation n'était toujours pas suffisante. Au moment venu, Don a introduit sa tête et ses épaules dans le passage étroit rempli de gravier. C'est là que Kent et Mark ont été vus pour la dernière fois. L'eau a afflué et les petits cailloux ont heurté son visage. Il a vérifié la jauge de son réservoir. Il pensait avoir 10 minutes de réserve, mais tout s'est accéléré quand le gravier a soudain bougé. Il est tombé comme un piège. Ses bras ont été coincés et il ne pouvait plus bouger correctement. Sa poitrine y versant, il avait du mal à respirer. L'eau qui était autrefois claire est soudainement devenue trouble. Il ne pouvait plus voir aucune lumière. Il ne pouvait plus non plus faire de signes. C'était comme s'il avait été enterré vivant. Alors que l'air s'épuisait de plus en plus vite, la peur s'est emparée de son esprit. Peu à peu, il a commencé à penser à la mort. Comment cela se ressent-il? À quel point cela fait-il mal? Et devait-il simplement accélérer le processus? Dans son désespoir, il a essayé d'avaler de l'eau. Il l'a fait plusieurs fois, espérant que tout finirait rapidement. Mais au lieu de la mort, quelque chose d'inattendu s'est produit. Son corps s'est soudainement mis à convulser. Avec ce petit mouvement, les graviers qui étaient un temps foncés en lui se sont légèrement desserrés. La lumière est réapparue dans sa vision.
Au milieu de l'eau trouble et sombre, une ombre est apparue, c'était Calvin. Il est revenu, apportant le détendeur de secours, et l'a mis dans la bouche de Don. Grâce à cela, son espoir est revenu. Mais l'épreuve n'était pas encore terminée. Lorsqu'il a émergé, son ventre était gonflé comme s'il était enceinte de 9 mois. La douleur était quasi insupportable. Il a été aussitôt emmené au centre médical militaire de Brooke. Là-bas, il a été placé dans une chambre de recompression, mais cela n'a pas aidé. Il a passé une radiographie où le médecin a constaté que son estomac avait éclaté. L'infection qui a suivi a failli le tuer. Il s'est battu pendant plusieurs semaines à l'hôpital. Il n'avait presque aucune chance de survivre, mais il a quand même survécu. Malgré tout, sa guérison a été lente, pleine de douleurs et de dangers. Et pendant qu'il se reposait, les autres n'ont pas cessé de chercher Kent et Mark. Même le puits de Jacob avait déjà donné un avertissement clair. Même si cela a failli causer la mort, les gens ont continué à plonger et à explorer ses profondeurs. Alors que Dandy Ball reposait dans son lit d'hôpital, couvert de points de suture et chanceux d'être en vie, le combat n'était pas fini. 2 jeunes ont été pris par le puits de Jacob, et tout le monde n'est pas prêt à accepter que leur histoire se termine là. L'un de ceux qui n'ont pas supporté cette idée était Don Broad. Broad n'était pas un débutant face à ce genre de danger. Il avait alors 46 ans, il avait du courage, et il avait grandi dans la ville d'El Campo. Pour lui, le Jacob's Well n'était pas seulement une source dangereuse, c'était une épreuve qu'il fallait affronter. Alors que d'autres reculaient, après avoir vu la mort causée par la grotte, lui au contraire s'est encore plus approché. Son objectif n'était pas seulement de comprendre le Kaya, mais de l'affronter à sa propre manière. À son arrivée sur les lieux, il n'a pas hésité. Il a immédiatement mis son équipement et s'est plongé dans l'eau claire mais effrayante. Il s'est rapidement dirigé vers le passage menant à la 4e chambre de la grotte. En passant par là, il a remarqué quelque chose de terrifiant. Une petite lumière continuait de clignoter. Elle avait été laissée par l'un des plongeurs disparus. Cette simple lumière servait de trace de leurs derniers instants. En avançant, il a trouvé un passage presque entièrement rempli de gravier et de pierres. Pour une personne ordinaire, ce n'était que la forme naturelle d'une grotte. Mais pour Broad, ce qu'il voyait était clair. Ce n'étaient pas seulement des pierres, c'était une tombe. Il croyait que sous les lourds blocs de gravier se trouvaient-on les corps de Kent et Mark. Il ne pouvait pas se sortir de la tête leurs derniers instants. Cette image le hantait. L'idée qu'ils n'ont pas été piégés par peur, mais parce qu'ils ont dépassé la frontière. Ils sont allés dans une zone extrêmement dangereuse. Et dans l'esprit de Broad, il ne devait vraiment pas être laissé là. Au lieu de battre en retraite, Broad pensait qu'il y avait peut-être encore un moyen. Si on pouvait enlever le gravier de haut en bas, il y aurait peut-être une chance de sortir les corps. Pour lui, il ne s'agissait pas simplement de retrouver des restes, mais de rendre justice et de ramener à la famille leur être cher. 2 jours plus tard, un grand camion à plateau est arrivé dans la ville de Wimberley. Et dessus se trouvait une énorme machine qui semblait venir du futur. Ce n'était pas un vaisseau spatial comme certains l'avaient cru au premier regard. C'était une chambre de recompression mobile envoyée par la société Schaeffer Diving Company. Ce sont les familles des victimes elles-mêmes qui l'ont engagée. Elles ne se sont pas souciées du coût élevé. La seule chose qui comptait pour eux, c'était de ramener Sina Kent et Mark, quel qu'en soit le prix. À ce stade, le groupe ne se contentait plus de simples plongées. C'était déjà une opération de grande envergure. Les plongeurs et les experts ont uni leurs forces, animés par le désir d'accomplir la mission. Ce n'était plus seulement une question de l'histoire du Jacob's Well en tant que lieu dangereux. C'était devenu un combat personnel. Un combat pour les familles, pour les amis et pour ceux qui ne sont pas prêts à abandonner. De plus, Louis Schaeffer a été le premier à descendre pour examiner le passage bloqué. En arrivant en bas et en voyant que le passage était presque complètement bloqué, il a immédiatement dit à la radio « Dieu Tout-Puissant ». C'était un signe de son immense surprise. C'est là qu'a commencé l'une des opérations de sauvetage les plus difficiles jamais menées à Jacob's Well. Ses compagnons plongeurs ont rapidement agi. Ils ont installé un grand tuyau et ont aspiré les graviers du fond. Les petits cailloux le remontent avec l'eau et sont rejetés dans le ruisseau. Pendant ce temps, les gros morceaux de pierre sont ramassés à la main, placés dans des sacs et tirés un par un vers le haut. Le travail est très lourd, épuisant et plein de dangers. Mais le plus difficile de tout, c'est de lutter contre le puits lui-même.
Chaque fois qu'ils percent, les pierres et le gravier retombent à nouveau. Le puits semble aspirer et refermer le trou qu'ils ont eu tant de mal à ouvrir. Pourtant, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué à se battre même si leur corps se fatiguait peu à peu et que leurs forces s'épuisaient. Le moment est venu où les fonds se sont épuisés. L'équipement n'est pas bon marché et il n'est pas non plus facile à payer pour les personnes qui soulèvent et plongent tous les jours. Au fil des jours, les progrès étaient presque inexistants. Certains des bénévoles sont restés parce qu'ils ne pouvaient pas abandonner l'endroit qui avait tué leurs camarades. Jusqu'à ce que le sénateur Cadet Brooks lui-même intervienne et amène une nouvelle équipe de la société Brown & Root. Ils ont examiné les lieux, étudié la situation et, après un examen attentif, ils ont donné leurs conclusions. Trop dangereux, impossible de continuer. C'est pourquoi 12 jours après la disparition de Kent et Mark, l'opération a finalement été arrêtée. La mission commencée comme un sauvetage s'est achevée par un abandon. La fin des recherches a été officiellement déclarée. De vies définitivement perdues et des milliers de graviers sont restés au fond. Cela montre que le puits de Jacob a encore une fois triomphé. Le puits sait comment garder tout ce qu'il prend. De même, en tant que source artésienne alimentée par l'aquifère Trinity, elle est capable de projeter de l'eau directement jusqu'à 1 mètre de hauteur. Selon les gens d'autrefois, on pouvait entendre son grondement même depuis la route. Mais tout a changé. Avec l'augmentation de l'utilisation de l'eau pour la maison, les affaires et autres, la pression a diminué. Le débit a progressivement diminué jusqu'à presque s'arrêter. Il a également été enregistré dans l'histoire qu'il y a eu des moments où le puits de Jacob n'a pas coulé. À chaque fois, de plus en plus de gens se demandaient « Est-ce la fin de la source ?» L'une des raisons est le pompage continu de l'eau, par des entreprises comme Aquatex, exploitant l'aquifère pour des services essentiels. Ce n'est ni illégal ni secret, juste une activité commerciale normale. Mais l'aquifère ne suit pas. C'est pourquoi le comté de Hayes a décidé d'agir. Ils ont acheté certaines parcelles de terrain autour du puits. Ensuite, un groupe local, l'association du bassin versant de la vallée de Wimberley, a ajouté des terres supplémentaires. Ils l'ont nommé Westridge Truck, installé une clôture et posé des fils. Ils ont alors commencé à planifier la conservation. Mais le défi est différent en dessous. L'aquifère Trinity est comme un organisme vivant. Lorsque l'eau est trop épuisée, il faut de nombreuses années, voire des décennies, pour qu'elle se rétablisse. Certains scientifiques disent même qu'il se peut qu'il ne retrouve jamais complètement son état d'origine.